Lundi 20 février 2023, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition du journal de Viva en version française. Dans les actualités de ce jour, page politique pour commencer. Une nouvelle semaine, également de nouveaux membres fraîchement nommés aujourd'hui au sein du gouvernement. Justement, les 8 nouveaux membres du gouvernement ont été nommés cet après-midi. La secrétaire générale de la présidence de la République a lu officiellement le décret portant nomination de ces membres du gouvernement. 2 femmes et 6 hommes constituent ces nouveaux membres avec un haut gradé général et un colonel. Nous allons connaître dans ce reportage l'identité de ces nouveaux membres du gouvernement. Le Premier ministre chef du gouvernement, Christian, est maintenu à la tête de ce nouveau gouvernement. Le 6e gouvernement de ce régime, 8 nouveaux membres ont été nommés au sein du gouvernement aujourd'hui. La secrétaire générale de la présidence de la République a lu officiellement vers 18 h le décret portant nomination de ces nouveaux membres. Il s'agit de 2 femmes et de 6 hommes dans un haut gradé général et un colonel. Voici ces nouveaux ministres. Le ministre de la Défense nationale, le général Zousoir Akoutoarzoun, le ministre des Affaires étrangères, Yvette Silla, la ministre de la Justice, Linde Mboulati Ndjemana Ntenassou, le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Fonction publique, Riftina Richard Jean Bosco, le ministre des Travaux publics, le colonel Ndjamiaza Andjiana Chain, le ministre des Transports, Valérie Amounzaville, le ministre de l'Énergie et des Hydrocarbures, Soulniana Ndjamana Msou, et le ministre de la Jeunesse et des Sports, André Azarissa. Voilà pour ce qui est des nouveaux membres du gouvernement de Premier ministre Christian. Dans un autre sujet à présent de l'actualité également, c'est le cyclone Freddy. Justement, le cyclone très intense tropical Freddy a diminué en intensité aujourd'hui pour devenir un cyclone tropical intense. Selon les informations venant du service de la météorologie, sa vitesse de déplacement a néanmoins augmenté, soit 35 km/h, si cela était de 26 km/h hier. Selon les prévisions, il entrera en terre entre Mahanour et Manakar demain soir. De ce fait, les alertes de vigilance et d'alerte imminente sont appliquées dans plusieurs régions. Reportage. Même s'il a diminué en intensité par rapport à hier, le cyclone tropical intense Freddy apporte toujours des vents puissants qui peuvent atteindre les 200 km/h avec des rafales allant jusqu'à 280 km non loin de son centre. Il était situé à 963 km à l'est, un peu vers le nord-est de Mananzar aujourd'hui, vers 16 h. Selon la note sortie par le service de la météorologie, il est prévu entrer en terre entre Mahanour et Manakar demain soir. Selon toujours les prévisions, il apportera des vents de 175 km/h et des rafales de 280 km/h durant son entrée en terre. Ce cyclone poursuit son chemin rapidement vers l'ouest avec une vitesse de 35 km/h. De ce fait, les niveaux d'alerte changent comme suit. Alerte jaune pour les régions Atsnanan, Vadva, Fitvnan, Atimotsnanan, Vaknakarach, Amoronmani, Matsachamboun, Yorombe et le district d'Anosbe Anal. Alerte de couleur verte pour les régions Analamang, Itas, Menabe, les districts de Mouramang, Beruru, Ankazwab, Sakara, Morombe et Touliar 1 et 2. Les pluies seront intenses et la mer sera houleuse. Le danger d'une montée de la mer n'est pas à écarter dans la zone où atterrira ce cyclone. De ce fait, les usagers de la mer devront cesser toute activité de Sambave jusqu'au Cap Sainte-Marie du fait du mauvais temps et des aléas causés par Freddy. Selon les prévisions, il passera sur les eaux plateaux et sortira en mer dans le canal de Mozambique, dans la région Menabe ou Antimonjefen, mercredi après-midi. Des informations toujours autour de ce cyclone. Le pouvoir exécutif se prépare au passage justement du cyclone Freddy selon la déclaration d'un représentant du gouvernement aujourd'hui. Tous les matériels, les aides aux sinistrés ont été déjà envoyés dans les lieux prévus pour être concernés par le passage du cyclone Freddy. De ce fait, l'État appelle à la vigilance de tout un chacun et invite les citoyens à suivre les informations afin de connaître l'évolution du cyclone. Et afin de se préparer au passage du cyclone Freddy, le ministère de l'Éducation nationale a sorti une note afin d'anticiper les prises de responsabilité avant, pendant et après le passage du cyclone, selon ce qui a été inscrit dans le registre pédagogique. Felna Kotarsoulf nous en dit plus.
C'est de la responsabilité du chef Cisco de la Direction régionale de l'éducation nationale avec les responsables de base et le comité en charge de la gestion des risques et des catastrophes ou GRS de décider de la suspension ou non des cours durant le passage du cyclone Freddy. Mais cette décision devra être soumise au ministère de tutelle un jour à l'avance. Il est à noter que les zones où passera le cyclone sont concernées par cette suspension des cours selon le ministère de l'Éducation nationale. Elles devraient se préparer à l'avance afin de veiller à la sécurité des élèves concernés. Si les infrastructures comme les écoles sont entièrement ou partiellement détruites, ce qui causera l'allongement de la suspension des cours, les cours devront néanmoins reprendre outre pour le préscolaire. Ainsi, les classes intermédiaires devront alterner les cours selon les lieux où ils peuvent encore étudier. C'est au comité de trouver les lieux et d'y déplacer les élèves afin qu'ils puissent reprendre au plus vite les cours selon toujours les informations. Les règles inscrites dans le registre pédagogique sont valides 15 jours après le passage du cyclone et les instituteurs devront revenir aux méthodes pédagogiques habituelles après cela. Tous les comités de base et les comités de contrôle veilleront à l'application de ces mesures. Des cours de rattrapage devront se faire du fait de la suspension des cours selon les explications. Toutes les mesures et les structures mises en place par le ministère de l'Éducation nationale doivent être respectées pour garantir l'achèvement du programme scolaire inscrit dans la répartition annuelle du programme scolaire ou RAPS. Et justement, faisons suite à cette note sortie par le ministère de l'Éducation nationale. Les 5 régions qui sont concernées par l'alerte de vigilance jaune ont décidé de suspendre les cours, notamment les régions Atznan, Nafitva, Vadvnan, Vaknakar et Tchamur-Nmani du fait du passage du cyclone Freddy. Les cours au niveau de tous les établissements de toutes ces régions citées seront ainsi suspendus à partir de demain et cela pour 4 jours selon les informations émanant du ministère de l'Éducation nationale aujourd'hui. Et les Vartines ont été acheminés depuis hier vers les lieux qui seront touchés par le cyclone Freddy. Cette action a été faite pour pallier aux éventuelles difficultés dans l'approvisionnement après le passage du cyclone, mais aussi des éventuelles coupures de route selon les explications émanant du ministère de l'Industrialisation, du Commerce et de la Consommation. Aujourd'hui, la répartition de ces riz devront être achevée avant l'impact du cyclone. Une opération en collaboration avec la présidence de la République, le BNGRC, le ministère du Commerce et la société SPM. Reportage d'Aniana Martina sur les images de Zaran Jansu. 128 tonnes de Vartines ont été réparties dans les 5 districts qui pourront être impactés par le passage du cyclone Freddy depuis hier dimanche. Cela s'est poursuivi dans les autres régions comme Matsachambun et Atimotsnanan. Les approvisionnements devraient être faits avant l'arrivée du cyclone pour éviter les pénuries de riz dans les régions concernées, selon les explications. En outre, l'État a renforcé le contrôle notamment afin d'éviter les spéculations dans l'augmentation du prix des PPN du fait du mauvais temps. Pour un Tanarif en particulier, la répartition du Vartins a déjà débuté en fin de semaine et sera vendu 1650 ariar le kapok sur le marché. 114 épiceries distribuent ces Vartins. Sur ce, mesdames et messieurs, passons à présent aux actualités internationales. Plusieurs dizaines de milliers de personnes manifestent depuis aujourd'hui après-midi autour du Parlement israélien à Jérusalem contre un projet de réforme de la justice qu'il estime dangereux pour la démocratie avant un vote sur une partie de cette loi attendue dans la soirée. France 24. Un appel vibrant en faveur de la démocratie en Israël qui serait aujourd'hui en danger selon ces manifestants. Devant le Parlement à Jérusalem, ils sont plusieurs dizaines de milliers de citoyens rassemblés pour dire non au projet de réforme de la justice. Je suis très inquiète. Je ne sais pas si mes enfants pourront vivre en Israël. Lorsque je vois l'état dans lequel le pays risque d'être avec les changements que propose le gouvernement. La population a compris ce qu'ils préparent. C'est une tentative de coup d'État. Ils essayent de transformer Israël en dictature. Dans cette réforme judiciaire, une clause en particulier cristallise la colère de la rue
celle qui permettrait à la Knesset d'annuler à la majorité simple certaines décisions de la Cour suprême. Mais pour le Premier ministre Benjamin Netanyahou et son ministre de la Justice Yariv Levin, il s'agirait plutôt de rétablir un rapport de force équilibré entre les élus et la Cour suprême, une instance jugée politisée par la coalition d'extrême droite au pouvoir. Dans une démocratie, le peuple vote au moment des élections et ses représentants votent à leur tour ici à la Knesset. C'est ce que j'appelle une démocratie. Malheureusement, les leaders de la contestation essaient de contourner les règles démocratiques. Ils n'acceptent pas les résultats sortis des urnes et donc la décision d'une majorité de la population. Malgré la contestation, le gouvernement veut maintenir le vote sur la réforme. Une réforme pourtant contestée même par le président israélien et l'ancien chef de la sécurité intérieure. Et le célèbre carnaval de Rio de Janeiro au Brésil a toujours été irrévérencieux, plusieurs fois censuré, notamment pendant la dictature. Et cette année, plus que jamais, après la tentative de coup d'État de janvier dernier, la politique s'invite dans ses rangs. Les fanfares de rue ont décidé d'en profiter pour dénoncer ces récents actes antidémocratiques. France 24. Samba, paillettes et déguisements, tous les ingrédients des fanfares de rue du carnaval de Rio sont réunis. Avec une touche en plus pour le Bloco do Barbas, son message politique. Je vais me bourrer à la démocratie. Les Brésiliens souffrent beaucoup à cause de la crise politique. Alors il n'y a rien de mieux que de s'en amuser, d'en rire plutôt que d'en pleurer. Ce Bloco est l'un des plus traditionnels de Rio. Krika Rodrigues est la fille de son fondateur, un ex-prisonnier de la dictature militaire. Il avait ouvert un restaurant où les intellectuels de la résistance se réunissaient. Le Barbas était un restaurant politique. Au début des années 80, il y avait encore une plaque sur les murs des restaurants qui indiquait qu'il était interdit de jouer de la samba. Et ce restaurant faisait la promotion de la musique et de la culture. Il y avait des expositions, des cercles de poésie, du théâtre et il y avait beaucoup de débats politiques. Le Bloco do Barbas est né il y a 38 ans de l'identité de ce restaurant. Les sambas que le groupe compose sont à chaque fois des satires politiques. Et cette année, l'ex-président Jair Bolsonaro est dans le viseur. C'est le premier carnaval depuis la fin de son mandat. Jair Bolsonaro a déclaré en septembre dernier qu'il était inébranlable. Mais ce n'est pas le cas, il a perdu les élections. Donc nous en profitons pour nous moquer de lui, c'est trop drôle. C'est pour ça que notre chanson s'appelle « Inébranlable, tu as perdu, mec ». Sans Covid, sans Bolsonaro, je veux remercier le ciel. Ce n'est que du bonheur, ce qui est l'essence même du carnaval. Après le traumatisme d'une tentative de coup d'État début janvier à Brasilia, et malgré la crise économique, les Brésiliens font preuve de résilience et comptent bien profiter de cette semaine de célébration. Et pour clôturer cette page internationale, l'aide américaine, la guerre en Ukraine, mais aussi l'adhésion de la Suède et la Finlande à l'OTAN étaient au menu des discussions aujourd'hui lors de la première rencontre entre Antony Blinken et le président turc Recep Tayyip Erdogan à Ankara. Les deux dirigeants ont affiché leur volonté de travailler plus étroitement sur une série de sujets bilatéraux dont la défense, l'énergie et le commerce. France 24 toujours. Un symbole fort. Il a fait une conférence de presse avec son homologue turc Mevlut Çavuşoğlu avant de rencontrer Recep Tayyip Erdogan à Ankara, où il a vraiment exprimé toutes les condoléances et tous les sentiments de solidarité de la part des Américains. Mevlut Çavuşoğlu a eu cette jolie phrase en disant que c'est dans les moments les plus éprouvants, les plus endurants pouvaient aussi parfois avoir des conséquences positives entre les alliés, parce qu'on sait bien que depuis la prise de fonction de Joe Biden aux États-Unis, les relations avec la Turquie se sont quand même dégradées par rapport au niveau où elles avaient pu être avec les précédentes administrations.
Mais je crois qu'on ne peut pas pour autant parler de recette des relations entre les deux pays parce que les désaccords restent trop nombreux et trop forts. Et lors de cette conférence de presse qui a duré 40 minutes avec Mevlut Cavusoglu, on a bien vu que les deux hommes essayaient au maximum de ne pas trop afficher ces désaccords, mais qu'ils étaient là quand même, des désaccords plutôt récents, comme le refus d'Ankara de ratifier l'adhésion de la Suède et de la Finlande au sein de l'OTAN. C'est quelque chose qui est vraiment poussé du côté américain, et puis des désaccords plus anciens comme la politique des uns et des autres et l'approche des uns et des autres dans le nord syrien. Côté turc, ce qui coince, c'est la Suède. La Finlande, a priori, il n'y a pas de problème, mais c'est la Suède. La Turquie considère que la Suède n'a pas fait assez. La Suède qui, comme la Finlande, avait signé un mémorandum à Madrid en juin dernier pour s'engager à adopter un certain nombre de mesures à la demande de la Turquie. Pour l'OTAN, la Suède a fait suffisamment. Pour les États-Unis, la Suède a fait suffisamment. Pour la Suède, évidemment, la Suède a fait suffisamment, mais pas pour la Turquie, qui continue de dire que ce pays abrite des combattants du PKK, et ce qui mettrait donc sa sécurité en danger. Le PKK, c'est la guérilla kurde de Turquie, le Parti des travailleurs du Kurdistan, un groupe qui est considéré comme terroriste par Ankara, mais également par les États-Unis ou l'Union européenne. On comprend aussi qu'il y a un deuxième volet à cette négociation qui concerne là directement les États-Unis et la Turquie, puisque la Turquie demande aux États-Unis de lui vendre des avions de combat F-16 ainsi que des kits de modernisation pour les F-16 déjà dans la possession de la Turquie. Et Mevlut Cavusoglu a beau dire que ce sont deux sujets qui sont totalement non liés, mais on entend bien que c'est lié. On est donc maintenant dans une situation où on va attendre lequel des deux fera le premier geste, c'est-à-dire si c'est les États-Unis qui décideront d'abord de vendre ces jets ou ces kits de modernisation, et en échange de quoi la Turquie pourrait autoriser enfin la Suède et donc la Finlande qui veulent joindre l'OTAN en même temps de joindre l'Alliance, ou alors est-ce qu'il faudra que ce soit la Turquie qui fasse le premier pas, en échange de quoi les États-Unis pourront enfin essayer de convaincre leur Parlement d'autoriser la vente de ces jets et de ces kits de modernisation à Ankara. Sur ce, mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Nous vous remercions de votre fidélité. Très bonne suite de programmes sur Viva. N'oubliez pas, dans quelques instants, vous allez suivre votre série Scandale. Sur ce, très bonne soirée. Au revoir.